Dans l'exercice numéro 7 du TD de Physique 11, c'est l'heure de l'apéro, mais avec modération, évidemment, et à plus forte raison, puisqu'il n'y a que de l'eau dedans. Alors, effectivement, c'était juste un glaçon qui flottait dans un verre d'eau. Donc, un glaçon d'eau douce dans un verre d'eau douce. Donc, on peut pas faire plus soft, on va dire. Alors, on vous donnait que la masse volumique de l'eau liquide et la masse volumique de la glace, donc 1 gramme par centimètre cube ou 1 gramme par millilitre et 1 gramme, 0,92 grammes par centimètre cube pour la glace, donc qui est plus masse volumique plus faible pour la glace que pour l'eau liquide, ce qui fait qu'effectivement, si on immerge un glaçon dans de l'eau liquide, du fait que le système glaçon a une masse volumique plus faible que la masse volumique qui l'entoure, eh bien, la poussée d'Archimède va l'emporter, il y aura une flottabilité positive et le glaçon va remonter à la surface. Bon, c'était pas du tout ce qui était demandé, hein, mais c'est une petite remarque comme ça. Donc, la première question, vous vous demandez en fait quelle était la proportion de glace immergée, parce qu'effectivement, le glaçon va remonter à la surface, mais va pas remonter et flotter complètement. Il va rester en partie immergé. Vous voyez, la zone bleue, c'est la zone du glaçon qui est émergée, la zone rose, la zone émergée. J'ai pas respecté les proportions, on verra après. Eh bien, la démarche n'est pas forcément intuitive, mais en fait, il faut appliquer le chapitre précédent, les lois de la dynamique, et notamment faire l'hypothèse que finalement, notre glaçon, s'il flotte, bah, c'est qu'il est immobile. Et donc, qui dit loi de la dynamique, on va faire un bilan des forces subies par ce glaçon. Donc ce glaçon, il est soumis à quelle force? Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, il est soumis à son propre poids, que j'ai dessiné en violet. Point d'application du poids, c'est le centre de masse du glaçon du système. Donc centre de masse, c'est le centre du carré, si vous voulez ici. La poussée d'Archimède exercée par l'eau sur la partie immergée du système est donc poussée d'Archimède tout le temps orientée verticalement vers le haut, donc comme le vecteur rouge. Et par contre, vous voyez, c'est la petite remarque, c'est une des remarques que je fais en dessous, c'est que le point d'application de la poussée d'Archimède, c'est pas le même que le point d'application du poids qui, donc lui, on l'a dit, c'était le centre de masse du système complet, du carré complet, alors que le point d'application de la poussée d'Archimède, c'est le centre de masse, mais que de la partie immergée, que de la partie bleue. Donc vous voyez, j'ai fait le point d'application au centre de la partie bleue seulement. Euh, Ça n'aura pas d'incidence, hein, ce point d'application qui n'est pas exactement au même endroit sur le reste, puisqu'après nous on fait des projections, donc c'est que l'orientation qui compte. Autre remarque, j'ai pas pris en compte la poussée d'Archimède exercée par l'air. Pourtant, il y a une partie de notre système, la partie rose, qui est dans l'air, et dès qu'un corps est immergé est entouré, si vous voulez, d'un fluide, qu'il soit liquide ou gazeux, ce fluide, liquide ou gazeux, exerce une poussée d'Archimède. Donc normalement, la partie rose devrait subir la poussée d'Archimède de la part de l'air. Mais vous voyez que je ne l'ai pas prise en compte. Alors pour deux raisons. Premièrement, et de manière générale, c'est souvent le cas, effectivement, on la néglige, cette poussée d'Archimède exercée par un gaz lorsqu'elle agit sur des systèmes lourds. Donc, par exemple, le cas ici, le glaçon, je peux considérer que c'est un système qui est plutôt lourd et que le gaz qui l'entoure exerce une poussée d'Archimède qui va être négligeable par rapport aux autres forces. C'est le cas aussi par rapport à nous. Par exemple, un être humain, eh bien, il subit bien la poussée d'Archimède exercée par l'air, mais c'est une force qui est complètement négligeable par rapport au poids qu'on subit. Et donc, de manière générale, dès qu'un système lourd est entouré d'un gaz, on considère que ce gaz exerce bien une poussée d'Archimède, mais elle est négligeable par rapport aux autres forces. Ce ne serait pas le cas pour les systèmes légers. Je prends une montgolfière. Le système, c'est essentiellement donc le gaz qui est contenu dans le ballon, dans l'enveloppe, et ce gaz, je ne peux pas considérer qu'il soit un système lourd. C'est un système qui est plutôt léger. Et c'est d'ailleurs grâce à la poussée d'Archimède que les montgolfières arrivent à s'élever. Et deuxième critère aussi, je disais, il y a un autre critère, c'est qu'on ne vous donne pas la masse volumique de l'air. Or, pour calculer la poussée d'Archimède exercée par un fluide sur un système, il faut qu'on connaisse la masse volumique du fluide. Et on ne vous la donne pas, la masse volumique de l'air. On vous donne que la masse volumique de l'eau et celle du glaçon. Et donc, la deuxième remarque, j'en ai déjà parlé, c'est l'histoire du point d'application des forces qui n'est pas tout à fait le même. Alors, vu que notre glaçon est immobile, première loi de Newton, somme des forces égale vecteur nul. Vous pouvez aussi appliquer la deuxième loi de Newton, principe fondamental de la dynamique, et dire que c'est masse du glaçon fois accélération du glaçon, mais l'accélération est donc nulle puisque notre glaçon est immobile. Donc on aboutit évidemment à la même relation vectorielle. On sait que cette relation vectorielle, on ne l'exploite jamais sous cette forme, c'est plutôt la forme projection qu'on utilise, donc je la projette sur un axe OZ
ascendant. On pourrait projeter sur un axe Z descendant, mais là j'ai choisi un axe Z ascendant, comme on fait souvent en statique des fluides. D'où l'intérêt de le dessiner. Donc j'écris quoi? Que cette relation vectorielle devient une relation avec des coordonnées. La coordonnée du vecteur poids selon l'axe Z plus la coordonnée du vecteur poussée d'Archimède selon l'axe Z est égale à 0. Il n'y a plus de vecteur. Et la coordonnée du vecteur poids est négative, c'est l'opposé du poids. La coordonnée du vecteur poussée d'Archimède est positive, c'est la norme de la poussée d'Archimède. Pourquoi négatif? Pourquoi positif? Parce que le poids est orienté vers le bas alors que l'axe Z est vers le haut, parce que la poussée d'Archimède est orientée vers le haut, comme l'axe Z est orienté vers le haut. Alors, est-ce qu'on sait donner l'expression de chacune de ces normes? Eh bien, le poids d'un glaçon, c'est la masse totale du glaçon fois le vecteur, fois l'intensité du champ de pesanteur, sachant que la masse totale du glaçon, elle n'était pas fournie, mais vu qu'il y a un volume qui va intervenir, volume du glaçon et masse volumique du glaçon, eh bien, je peux utiliser ces deux-là pour calculer la masse du glaçon. Ensuite, comment calculer la poussée d'Archimède exercée par l'eau sur le glaçon? Eh bien, par définition, si j'applique le théorème d'Archimède, eh bien, la poussée d'Archimède en norme est égale au poids du volume d'eau qu'a déplacé le glaçon. Et le glaçon n'a pas déplacé tout son volume. Il n'a déplacé qu'une partie du volume. On voit bien qu'ici, seule la partie bleue d'eau a été déplacée par le glaçon. Donc seulement le volume bleu, donc le volume immergé. Donc c'est pour ça que j'ai défini deux termes, volume du glaçon et volume immergé. Donc la poussée d'Archimède, c'est la masse de ce volume d'eau qu'a déplacé le glaçon, et ce volume d'eau qu'a déplacé le glaçon, c'est le volume immergé. Et une masse d'eau déplacée, je dois bien prendre en compte la masse atomique de l'eau liquide, ici, puisque je cherche la masse du volume d'eau liquide, on pourrait rajouter ici, qui a été déplacé par le glaçon. Donc, j'ai les expressions du poids de la poussée d'Archimède en jaune. Je n'ai plus qu'à remplacer. Et alors, qu'est-ce qu'on cherche en fait là-dedans? On ne cherche pas tout à fait le volume immergé, on ne cherche pas le volume du glaçon, on cherche, si on regarde bien la question, on cherche la proportion de glace immergée. Qu'est-ce que c'est qu'une proportion? C'est un rapport, c'est une division. Je dois diviser le volume de glace qui a été immergé par rapport au volume total du glaçon. Je vais comparer ça au volume complet du glaçon. Donc finalement, on cherche le rapport volume immergé sur volume du glaçon. Bah, j'ai et l'un et l'autre dans l'expression, j'ai plus qu'à isoler, et c'est un rapport de masse volumique. On obtient 0,92 sur 1, puisque on regardait l'influence de l'eau liquide qui était autour. Ça faisait 92%. Donc un glaçon dans un verre d'eau est immergé à 92%, il n'y a que 8% qui reste émergé. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que c'est la, alors, il y a une expression avec l'histoire de l'iceberg. Mais alors, les icebergs, c'est de l'eau douce, hein, c'est des glaçons d'eau, enfin des glaçons, des gros glaçons d'eau douce qui flottent dans de l'eau salée, l'eau de mer. La seule différence, ce serait quoi donc finalement? Il n'y aurait pas de différence sur le calcul du poids du glaçon, puisque c'est le volume du glaçon, enfin le volume de l'iceberg, si vous voulez, sur la masse volumique de la glace, hein, de la glace, oui. Par contre, c'est le petit changement, ce serait la poussée d'Archimède. Ce serait pas la poussée d'Archimède exercée par l'eau liquide, ce serait la poussée d'Archimède exercée par l'eau liquide salée, si vous voulez. Donc la masse volumique n'est pas tout à fait la même, c'est pas 1 gramme par centimètre cube, c'est un peu plus. Donc le petit changement, c'est qu'ici, donc j'aurai ρ de l'eau salée, ici j'aurai ρ de l'eau salée, ici j'aurai ρ de l'eau salée. Et vu que le ρ de l'eau salée il est un petit peu plus grand que 1, eh bien ça fera un rapport qui est un petit peu plus petit que 92%, ça fait 90%. Enfin, ça reste un gros rapport. Et donc effectivement, voilà, je reviens sur l'expression, quand on dit ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est pour dire que la partie émergée de l'iceberg, ce n'est que de 10%. Donc quand on dit on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, c'est pour dire qu'on ne voit pas grand-chose. On ne voit que 10% par rapport aux 90% qui sont sous l'eau. La question 2 demandait ensuite quel sera le volume, pardon, en déduire de quel niveau va monter l'eau lorsque le glaçon aura fondu. Donc, notre glaçon, il est ici, on imagine qu'il fond. S'il fond, il devient de l'eau liquide. Et donc, à quelles conditions notre niveau ici va monter? Notre niveau va monter si notre glaçon, quand il fond, occupe un volume qui sera plus grand que la zone bleue. Si notre glaçon, en fondant, occupe un volume d'eau liquide plus grand que la zone bleue, bah, j'aurai davantage d'eau liquide au final, et donc ça va monter. Si par contre mon glaçon, en fondant, occupe un volume plus petit que la zone bleue, eh bien, bah, il va y avoir un creux ici, et donc le niveau va se rétablir pour être un peu plus bas. Et si évidemment le glaçon en fondant occupe un volume d'eau liquide qui est le même exactement que la zone bleue, je n'aurai pas de changement du niveau ici entre l'air et l'eau. Donc la question en fait sous-entend de calculer le volume d'eau liquide issue de la fonte.
Donc le volume d'eau liquide issu de la fonte, hein, c'est ce que je marque ici, bah, c'est de l'eau liquide. Je vais l'obtenir à partir de masse d'eau liquide et de masse volumique d'eau liquide par la formule classique, volume d'eau liquide égale masse d'eau liquide issue de la fonte sur masse volumique de l'eau liquide. Et la petite astuce ensuite, c'est de dire que cette masse d'eau liquide issue de la fonte, c'est exactement la même que la masse totale du glaçon, puisque en fondant notre glaçon, je ne vais pas perdre de molécules d'eau. J'aurai le même nombre de molécules d'eau dans mon glaçon solide que dans mon eau liquide issue de la fonte. Si on pouvait les compter, on obtiendrait la même chose. Donc la masse va évidemment rester la même. Donc par conservation de la matière, cette masse d'eau liquide issue de la fonte, je peux affirmer que c'est la même chose que la masse totale du glaçon. Or, cette masse totale du glaçon, eh bien, on peut la calculer avec la masse volumique du glaçon fois le volume du glaçon. Alors, pourquoi est-ce que je fais tous ces petits changements? C'est pour faire apparaître justement ce volume immergé, puisque j'ai dit que j'allais essayer de comparer le volume de la fonte au volume immergé. S'il est plus petit ou s'il est plus grand, ça fera que le volume, le niveau va monter ou descendre. Et effectivement, vous voyez, en faisant apparaître le volume du glaçon, eh bien, je fais apparaître ρg fois V glaçon. Et alors, rappelez-vous ce qu'on avait établi dans la première question, à la relation 1. On avait établi que ρg fois V glaçon était égal à ρe fois volume immergé. Donc, je peux remplacer ce ρg fois V glaçon par ρe fois V immergé, ce qui fait que les ρe s'en vont. Et donc, je constate que finalement, le volume issu de la fonte est exactement le même que le volume immergé. Autrement dit, quand notre glaçon va fondre, eh bien, le cube complet ici ne va plus occuper que la partie bleue sous forme liquide. J'aurai de l'eau liquide ici, de l'eau liquide qui l'entoure, donc finalement notre niveau ne va pas du tout changer d'altitude. D'accord? Donc notre glaçon fondant ne change pas du tout ça ne va pas faire changer le niveau de l'ensemble. Et question 30 vous demande pourquoi est-ce qu'on peut donc quand même attribuer la montée du niveau des océans au réchauffement climatique? Alors on voit que c'est pas forcément à cause d'une histoire de fonte, bien que j'apporterai une petite nuance après de ce que j'ai dit ici. La montée du niveau des océans, d'après la démonstration précédente, si le glaçon fond, ça ne fait pas changer le niveau le niveau de liquide. Mais en fait, c'est parce qu'il y a surtout un autre critère, c'est que les liquides, ils sont pas indilatables. Et quand il y a qui dit réchauffement climatique, dit température qui augmente, donc notamment température des océans, donc température du liquide qui augmente. Et un liquide dont la température augmente, c'est un liquide dont le volume en fait augmente légèrement. Donc il y a cette augmentation de volume qui fait donc monter le niveau des océans parce que notre liquide, c'est vrai qu'on les considère souvent comme étant indilatables, mais en fait, ils sont dilatables et effectivement, leur volume augmente avec la température. Alors, j'amène une petite nuance sur ce qui est marqué ici, parce que c'est vrai que la démonstration précédente, c'est une démonstration où c'est un glaçon d'eau douce qui fond dans de l'eau liquide qui elle-même est douce. Sauf que au niveau des océans, les glaçons, enfin les icebergs, donc c'est bien de l'eau douce, mais quand ils fondent pas dans de l'eau douce, ils fondent dans de l'eau de mer qui est salée. Donc on en avait déjà parlé ici. Au niveau de la flottaison ici et de notre glaçon, on va dire notre iceberg ici du coup, si ici c'est de l'eau salée, qu'est-ce que ça change? Ça change simplement au niveau de la poussée d'Archimède exercée par l'eau qui devient de la poussée d'Archimède exercée par de l'eau salée. Donc là, il faudrait prendre en compte la masse volumique de l'eau salée. Et du coup, on sait que cette relation 1, on s'en est servi à un moment donné pour faire une simplification. Et donc là, si je remplace la masse volumique de l'eau par la masse volumique de l'eau salée, hein, dans l'histoire du ρg fois V glaçon, là, si je prends de la masse volumique de l'eau salée, la simplification que j'ai apportée ici, là, ça devient de ρ de l'eau salée. Là, ça devient ρ de l'eau salée. Je dis toujours par le ρ de l'eau liquide pure, hein, par contre, hein, de l'eau douce. Ça, c'était la définition du volume d'eau liquide issue de la fonte. Là, ce qu'ils font, c'est l'iceberg, c'est de l'eau douce. Donc là, c'est de l'eau pure, hein, c'est la masse volumique de l'eau douce. Là, si c'est de l'eau salée, donc l'histoire de l'eau salée ne joue que sur la poussée d'Archimède, donc que sur ce ρ ici. Donc là, ce serait le ρ de l'eau salée, mais divisé par ρ de l'eau douce. Or, le ρ de l'eau salée n'est pas égal au ρ de l'eau douce. Le ρ de l'eau salée est plus grand. Bon, pas beaucoup, hein, mais il est un peu plus grand. Ce qui fait que le rapport ici, ρ de l'eau salée sur ρ de l'eau douce, sera plus grand que 1, et donc le volume de fonte sera légèrement plus grand que le volume immergé. Ça fera peut-être 1, quelque chose soit le volume immergé. Donc là, effectivement, un iceberg qui fond, l'eau liquide issue de la fonte occupe un volume plus grand que le volume immergé de l'iceberg, donc ça fera effectivement monter quand même le niveau des océans. Mais pas énormément, il n'y a pas une grosse différence entre la masse atomique de l'eau salée et la masse atomique de l'eau liquide, mais voilà, en toute rigueur,
la démonstration précédente n'est pas tout à fait cohérente, enfin, adaptée au cas des icebergs qui fondent dans l'eau salée. Il y aurait une légère augmentation du volume, mais ce qui l'emporte le plus, en fait, la dilatation des océans fait davantage monter le volume de ceux-ci que la fonte des icebergs.